enseignante-chercheuse au niveau de l'université de Béjaïa, affiliée au laboratoire LPCMC de la même université. Donc aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter mon travail. Donc c'est un travail un peu particulier par rapport aux autres travaux qui se consacrent sur la chimie analytique. Donc, mon intitulé, c'est Analytical Method for the Study of Algerian Heritage. Donc, c'est un travail de recherche qui a été mené en collaboration avec l'Université de Milan. Donc, en tant que chimiste, permettez-moi de vous montrer ma relation avec les méthodes d'analyse appliquées au patrimoine. Donc, c'était un challenge que nous avons mis ensemble, moi et mon encadreur, moi et un directeur de thèse. Nous avons entrepris beaucoup de relations avec des collections telles que les céramiques, les pièces de monnaie et les manuscrits. Donc pour ce faire, c'était vraiment difficile au départ, mais nous avons réussi à avoir des contacts avec des archéologues et des collections privées. Donc, est-ce que c'est faisable? Oui, on a réussi à le faire parce que nous avons publié plusieurs publications sur ces travaux. Donc, pour se poser la question, quelles sont les techniques vraiment qui sont nécessaires pour l'analyse des matériaux du patrimoine? Donc, il existe plusieurs techniques telles que les analyses chimiques, les analyses optiques, les techniques nucléaires. Mais le point le plus important, il ne faut jamais altérer les objets parce que ces objets ont traversé des siècles, même des millénaires. Donc, il faut vraiment les préserver pour la restauration. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, la première, existe-t-il des techniques d'analyse qui nous permettent de déterminer les éléments chimiques des constituants? Peut-on utiliser les rayons X afin de déterminer les éléments présents dans différents échantillons? Est-ce que peut-on compléter les rayons X avec des techniques complémentaires telles que le Raman? Donc aussi, un point le plus important, que ces objets n'ont jamais été analysés auparavant. Donc le rôle, maintenant je vous montre le rôle de la physique et de la chimie dans le cultural heritage. Donc la première des choses, les analyses chimiques et physiques aux objets du patrimoine nous permet de caractériser les matériaux avec des méthodes spécifiquement non destructives. Donc le but de cette recherche, c'est de déterminer la provenance, c'est-à-dire de remonter à la source pour faire une datation indirecte et aussi de faire des aires d'investigation. Le premier point, c'est la conservation. Ça va permettre aux restaurateurs de bien conserver les objets. Le deuxième point, c'est d'offrir certaines études aux nouvelles générations pour connaître vraiment la relation entre le patrimoine et les études. Donc, le choix d'analyse dépend tout à fait de l'échantillon qu'on va analyser et des informations qu'on va obtenir. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple sur les méthodes non destructives qui sont en interaction avec l'échantillon. Donc, si vous avez une lumière incidente qui est en contact avec un échantillon du patrimoine ou bien une partie de celui-là, donc vous aurez une diffusion ou bien une transmission avec le détecteur, ce qui vous permet d'obtenir un signal. Ici, vous pouvez voir un exemple de spectre du pigment bleu des rayons X. Donc, je vais vous parler un petit peu de contexte dans notre recherche. Donc, on s'est intéressé aux céramiques, aux manuscrits qui proviennent du patrimoine algérien, donc pour étudier leur provenance et créer une base de données. Pour cela, donc, on veut déterminer le type de l'argile utilisée dans les poteries médiévales et aussi déterminer les types d'encre et pigments utilisés dans les manuscrits médiévaux. Pour ce faire, nous avons choisi 3 techniques d'analyse importantes
à savoir les rayons X pour déterminer les éléments de chaque constituant, et aussi la fibre optique à réflectance qui nous permet d'obtenir la signature spectrale de chacun des couleurs. Et pour finir, nous avons complété avec la microscopie Raman afin de déterminer les structures moléculaires. Le point important de ces trois techniques d'analyse, qu'elles sont vraiment complémentaires. Donc, vous allez voir ici une brève introduction sur les types de techniques d'analyse que nous avons utilisées. La première, c'est les rayons X. Donc, c'est un type d'appareil lablettos portable. Donc, c'est très maniable à faire les analyses. Il n'y aura aucune préparation d'échantillons, directement une analyse. Après, nous avons utilisé la fibre optique à réflectance, qui est vraiment une technique nouvelle. Elle nous permet de classifier tous ces pigments. Et aussi la microscopie Raman. Donc, nous avons utilisé un microscope avec un laser 633 nanomètres. C'est vraiment une longueur d'onde qui nous permet de voir et de différencier les différents pigments. Donc, on commence par le premier matériau, c'est les céramiques médiévales. Donc, la majorité des céramiques que nous avons étudiées, elles sont collectées au niveau du site de Gouraya et à Bijaya, en Algérie. Donc, ce site, il est vraiment riche sur l'aspect végétal, et aussi, il existe même des vestiges de préhistoire médiévale et temporaire. Donc, vous pouvez voir ici un exemple de tesson que nous avons étudié. Donc, dans ce tableau, vous pouvez voir les différentes analyses de rayons X que nous avons entrepris pour les différents échantillons. La majorité des échantillons montrent une forte présence de chlorine, potassium, calcium, titanium, les différents éléments caractéristiques de l'argile. Certains éléments, comme l'échantillon 1 jusqu'à l'échantillon 5 et l'échantillon 29, montrent une forte présence de chlorine. Par contre, certains éléments aussi, tels que le 2e, le 9e, le 20e et le 25, montrent une forte présence de plomb. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a certains éléments qui montrent une forte présence de plomb. Donc, on s'est intéressé à ces échantillons. Donc, vous pouvez voir ici un exemple d'échantillon où on a fait une analyse des rayons X du corps de la céramique et celui de l'émail qui recouvre cette céramique. Donc, si vous pouvez regarder le spectre des rayons X, on remarque une forte présence de plomb par rapport à celui de l'émail comparé à celui du corps. Donc, on remarque aussi un pic tout petit par rapport au cuivre, ce qui nous permet de déterminer que notre émail contient d'oxyde de plomb et d'oxyde de cuivre. L'oxyde de plomb nous permet de déterminer qu'il y a des additifs qui sont ajoutés à cet émail pour mieux décorer la céramique, et l'oxyde de cuivre nous permet vraiment de savoir qu'il fait partie de la couleur. Donc, la technique de fibre optique réflectance nous a permis vraiment de déterminer quel est le type de pigment qu'ils ont utilisé pour la décoration de la céramique que nous avons vu tout à l'heure. Donc, ici, à 480 et 680 nanomètres, on remarque une petite bosse légère qui est vraiment similaire à celle de la crescole verte. La crescole verte est l'un des pigments qu'on a utilisé à l'époque médiévale, qui est riche en cuivre. Donc, on peut déterminer grâce aux techniques des rayons X et de la fibre optique à réflectance que notre émail verte est constitué d'un mélange de crescole verte et de l'oxyde de plomb. Donc maintenant, on va passer aux manuscrits médiévaux. Donc les différents manuscrits que nous avons étudiés font partie de la collection de Afnir Cheikh el-Mouhoub, l'une des riches bibliothèques au niveau de la Kabylie. Donc ces manuscrits datent du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Chacun d'entre eux traite des disciplines sur l'astronomie, la poésie et ainsi de suite. Donc, nous avons sélectionné les différents manuscrits qui contiennent des différentes couleurs pour voir vraiment l'évolution de ces encres. Donc, on commence par la couleur bleue. Donc, on a choisi deux couleurs qui sont vraiment très intéressantes. Donc, une couleur qui est vert
vers le vert et une couleur qui est vraiment très foncée. Donc, on commence par la première qui est très foncée. Donc, on remarque que les rayons X nous montrent une forte présence de cuivre de ce pigment. Donc, et aussi certains éléments à l'état de traces qui proviennent des couleurs qui sont juste à côté de cette couleur. Par contre, la fibre optique à réflectance nous montre un spectre vraiment typiquement similaire à celui de l'azurite. Donc, pour conclure nos résultats, nous avons réussi à obtenir avec la spectroscopie Raman un très bon spectre qui contient toutes les bandes caractéristiques de l'azurite. Donc, notre pigment bleu qui est foncé, c'est de l'azurite. Si on regarde par rapport à l'autre bleu, on remarque que les rayons X ne montrent pas grand-chose, uniquement des éléments de trace. Donc la suite des résultats avec la fibre optique à réflectance ne montre vraiment que les caractéristiques de lapis-lazuli. Et aussi la spectroscopie Raman a vraiment complété ces résultats avec les différentes bandes caractéristiques de lapis-lazuli. Donc, le pigment identifié, c'est le lapis-lazuli ou bien l'ultramarine. Donc, si on s'intéresse maintenant à la couleur rouge, donc il existe plusieurs couleurs rouges dans les manuscrits, mais on s'intéressait vraiment uniquement à une seule qui est vraiment connue depuis l'Antiquité. Donc, les résultats des rayons X nous montrent une forte présence du mercure et aussi un tout petit pic de l'arsenic par rapport au deuxième manuscrit. Mais celui-là provient des pigments qui sont adjacents. Donc, la fibre optique à réflectance nous a complété ces résultats que les deux rouges que nous avons étudiés sont vraiment du vermilion. Si vous regardez bien les différents spectres, ils sont superposables tous les trois. Donc aussi, la spectroscopie Raman, qui est une méthode complémentaire, nous a vraiment permis de déterminer ce pigment qu'il est du vermillon. Si vous voyez ici, Non. Donc, si vous voyez ici, par exemple, les différentes caractéristiques du vermillon avec la spectroscopie Raman, donc automatiquement le résultat il est fiable. Maintenant, on passe à la couleur noire. La couleur noire elle est vraiment utilisée dans tous les manuscrits islamiques, surtout pour l'écriture de différents manuscrits. Donc, nous avons choisi deux couleurs qui sont vraiment importantes et qui sont vraiment un challenge pour nos résultats. Donc, la première, c'est la couleur foncée du manuscrit 4 et la deuxième, c'est la couleur qui vient vers le marron du manuscrit 8. Donc, si on commence par la couleur foncée, on remarque qu'il existe une forte présence du fer, mais on ne peut pas tirer quelque chose parce que c'est presque la même chose avec le spectre du papier. La spectroscopie à fibre optique réflectance nous montre qu'ils ont utilisé du noir du carbone. Donc, nous avons aussi complété avec la spectroscopie Raman qui nous a permis de détecter les deux différentes bandes caractéristiques du noir du carbone à 1340 et 1580 cm-1. Et aussi, on a eu la chance de travailler avec un échantillon de référence qui nous a été donné par un collectionneur. Donc, cet échantillon de référence date depuis 1880. Donc, nous avons réussi à trouver les mêmes bandes caractéristiques du noir de carbone comparé à notre échantillon présent sur le manuscrit. Donc, on peut conclure que l'identification du noir de carbone du manuscrit 4, l'identification du pigment du manuscrit 4, c'est le noir du carbone. Donc, le deuxième noir, donc on voit qu'il y a certains éléments qui sont à l'état de trace, c'est toujours la même chose avec le papier. Par contre, on remarque une forte intensité de raies de plomb. Donc, les fibres optiques en réflectance ne montrent pas grand-chose, mais on voit une légère bande entre 550 et 700 nanomètres, mais ceci ne peut pas nous montrer beaucoup de grand-chose. Donc, on a aussi entrepris avec la spectroscopie Raman afin de compléter ces résultats. On a remarqué on a trouvé les deux bandes caractéristiques du noir du carbone à 1350 et 1580 nanomètres-1. Par surprise, on a réussi aussi à obtenir une autre bande qui est la 965 cm-1, qui est une bande caractéristique du noir d'ivoire. Donc, on peut dire que nous avons identifié le noir d'ivoire. Donc, si je fais
un résumé de tous les résultats des manuscrits. Donc, nous avons remarqué qu'il y a une possibilité de changement durant les décennies avec l'azurite dans l'ancien manuscrit et l'ultramarine dans le manuscrit qui est récent. Donc, nous avons remarqué aussi que l'utilisation de vermilion dans un manuscrit du 6e siècle et du 10e siècle a subi des années et des années. Donc, on utilise toujours ce pigment malgré qu'il est vraiment toxique. Donc aussi l'utilisation du noir d'ivoire, donc il n'a jamais été mentionné dans la littérature nord-africaine, alors que nous avons réussi à trouver ce pigment dans l'un des manuscrits, mais ceci nous permet de dire que peut-être le collectionneur, il a réussi à faire des voyages, peut-être il a acheté ce manuscrit. Donc en conclusion, l'identification des céramiques et leur composition donc, nous a permis de savoir quelle est la composition exacte de la matrice de l'argile grâce aux rayons X. Nous avons aussi montré que les méthodes d'analyse complémentaires nous ont permis de d'identifier presque la majorité des pigments utilisés soit dans les céramiques ou les manuscrits. Donc, les résultats obtenus nous montrent qu'il y a un changement dans les matériaux au cours du temps. Merci pour votre attention. Merci, Madame Idjouadienne, pour votre présentation qui est